Ce jour, 16 juin 2025, je suis très honoré de pouvoir m'adresser à vous ce matin, particulièrement au sujet du Togo. Dans une première partie, je me permettrai de résumer, d'aller un peu en arrière. Ensuite, je continuerai cette séance qui ne va pas durer trop longtemps. Essayer de voir un peu du passé, du présent. Le futur, nous aurons tout le temps d'en parler. Et comme vous le voyez sur l'écran, sur ma gauche, c'est bien inscrit, le thème, ici, rupture à tout prix. C'est le thème sur lequel je travaille depuis le mois de janvier 2025. Après analyse de notre situation, après presque 65 ans d'indépendance, nous sommes arrivés à cette conclusion. Bref, sur l'écran, tout en haut du rupture à tout prix, que je passe la main, vous ne voyez pas tellement ma main, mais c'est cela, au-dessus, vous avez deux images. Deux images. Celle qui est plus à gauche, c'est un paradis fiscal, c'est une île, et au-dessus, bien sûr, il y a un monsieur avec verre à la main, cigare à la main, il porte des lunettes, je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir de près, avec beaucoup de fils bleus autour de lui. Ces fils bleus, en fait, c'est le transfert d'argent. C'est ce qu'on appelle le paradis fiscal, qui sont un peu partout dans le monde. Et immédiatement à côté, là, vous avez les différents paradis fiscaux dans le monde. En dessous de rupture à tout prix, vous avez donc à gauche, Omulu est un activiste togolais, très combatif, dont la famille présentement se trouve entre l'Allemagne et la Suisse, je crois, est très combatif, se baladait entre l'Europe et le Ghana pour faire ses émissions, et un beau jour nous avons appris qu'il est derrière les barreaux. Donc ça fait pratiquement 2 ans de cela, je crois, il est toujours dans les barreaux. Et en dessous de son image, vous voyez bien les barreaux, c'est marqué en direct du SCRIC. Omulu dans un état inquiétant, d'après le reportage. Le SCRIC, c'est la compagnie, disons, l'unité de l'État chargée de la sécurité, qui fait tout, qui a plusieurs différentes sections. Et à côté, à droite ici, nous avons également cette coupure. Dans le fond, ce monsieur qui est là symbolise Faure Gnassingbé, attaché à son fauteuil présidentiel, qui déclare que papa m'a dit qu'il ne fallait pas lâcher le pouvoir. Et juste derrière lui, vous avez la carte du Togo, un peu en fond. Et à côté, c'est les autres pays, avoisinant le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Niger, et puis tout le reste. Dans tous ces pays, il y a l'alternance, c'est-à-dire que le pouvoir, une fois que tu finis de faire des termes, exemple le Togo c'est 2 termes, eh bien tu dégages, quelqu'un d'autre vient. Mais au Togo, depuis pratiquement 2005, quand son papa, qui lui a confié le pouvoir d'après ses dires, a quitté, il n'y a pas eu d'alternance. Or, il se trouve que son papa avait fait un référendum d'ailleurs, sur une constitution qui a été adoptée à près de 92% par le peuple togolais. Jusqu'à aujourd'hui, il trouve tous les subterfuges pour ne pas quitter le pouvoir. Déjà, en 2005, ça a été toute une histoire, avec bien entendu la complicité de l'Élysée, sous Jacques Chirac, d'Obasanjo, qui était le grand chef de la CEDEAO et du Nigeria à cette époque,
et Abdoulaye Wade, eh bien, il est resté au pouvoir, contre toute attente, alors que ce siège revenait à Nathiaba Fambaré, qui était le président de l'Assemblée nationale, comme l'indiquait la Constitution. Donc, il a manipulé la Constitution avec l'aide des juristes de Bach, je crois, qui est mort cette année, qui a passé longtemps au Togo, un juriste français, et manipulé la Constitution de 67 à 2005, et a aidé aussi le fils à rester au pouvoir. Il est passé de ministre à chef de l'Assemblée nationale et a pris le siège avec la bénédiction de complicité extérieure. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Bien, ça c'est le point numéro 1 de ma revue un peu du passé, combiné avec le présent. Omolou est toujours en prison. C'est un peu pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème de rupture à tout prix, et ça risque d'être le cas jusqu'à ce qu'on en finisse avec le petit Yadema que les Togolais appellent de manière affective, fort vie. Vie veut dire le petit. Le petit. En deuxième position, je vais vous montrer un film également pour vous montrer un peu ses actions depuis qu'il est là. Je vais vous montrer une vidéo que j'avais réalisée quand il y a un peu plus d'un an, le 5 juin 2024, en Corée, ce qu'il pensait de la jeunesse africaine et de la jeunesse togolaise. Sans plus tarder, je vais là-dessus. Et après ce deuxième point, je vais vous ramener un peu en Europe, pour vous montrer également le chancelier allemand et d'autres, expliquer un peu le lien, pour qu'on comprenne le lien entre ce qui se passe chez nous au Togo et ce qui se passe également avec l'Europe, en particulier présentement l'Union européenne et l'OTAN, bien sûr. Pouvait-il mieux faire à Séoul? S'il vous plaît, écoutons ce brave monsieur. Un continent qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. S'il y a un continent qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Avez-vous reconnu cette voix? Sinon, pas grave. C'est celle du président Faure Gnassingbé du Togo en visite au centre de l'International Youth Fellowship en Corée du Sud le 5 juin 2024. Quel compliment ce fut! Chers auditeurs et auditrices, dites ce que vous en pensez dans votre commentaire. En ce qui me concerne, toute personne humaine se caractérise par son aptitude et son attitude en contexte. L'aptitude étant acquise au cours de son éducation informelle, familiale et institutionnelle.
c'est-à-dire scolaire, universitaire et plus tard professionnel. Son attitude découle de ce qui reste de socialement et sociétalement acceptable ou tolérable dans son interaction, c'est-à-dire rapport inter ou intrapersonnel ou communautaire de son interminable formation. La preuve est faite que ce brave monsieur, fils du dictateur, le feu président Étienne Gnassingbé Eyadéma, le Duvalier du Togo, est issu d'un milieu hyper favorisé. Fils à papa, dit-on. Il saisit le pouvoir à la mort de son père après un règne de 38 ans et lui-même fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Messieurs, dames, imaginez-le sur un perchoir, au milieu d'une salle de conférence bondée de jeunes de 18 à 38 ans, avec leurs encadreurs. Comment pensez-vous qu'il réagirait? Avec humilité ou vanité, condescendance, orgueil, prétention? Le fond de son bref discours improvisé et très insultant nous montre qu'il a jeté aux orties, c'est-à-dire s'est débarrassé sans considération de la jeunesse ouest-africaine, y compris la jeunesse togolaise, trop remuante, surtout en ligne, par conséquent, très déplaisante pour lui, ses affidés, et commanditaires occidentaux et arabes. C'est d'un. Et de deux, il a démontré que lui, fort, le jeune président fait exception, parce qu'il est très intelligent et que, sévissant sans partage sur cette prison à ciel ouvert de 56 000 km² qu'est le Togo, depuis une vingtaine d'années, après son feu père, et surtout qu'il compte y rester encore pour longtemps. Bref, il a fait la démonstration de son complexe de supériorité, et qu'il mérite par conséquent quelques minutes de gloire sur leur perchoir. Et de trois, un bouc émissaire est tout trouvé pour ses échecs et sa désastreuse performance au Togo. Puis, son incapacité intellectuelle à s'autocritiquer ou réfléchir à ses actes ou actions désastreuses posées comme il le proclame lui-même si galamment, et surtout ignorant que ses hôtes ne sont pas dupes. Il ne pouvait que faire la grosse tête. La jeunesse ouest-africaine, et togolaise en particulier, n'ayant que de l'aversion et du dégoût intellectuel pour lui, en a vu et continue d'en voir de toutes les couleurs. Cette attitude, dans ce contexte, découle des carences de son éducation, formation, apprentissage et de son parcours de vie jusqu'ici. Lesquelles carences nous révèlent son complexe d'infériorité qu'il ne cesse de compenser depuis au moins ces 20 dernières années. D'où la malgouvernance. S'étant surtout entouré de béni-oui-oui, plus médiocres que lui, d'où des viols de constitution, vols d'élections et d'assassinats des peu consentants. Tiens, le colonel Majulba me vient à l'esprit, et d'assassinats d'opposants irréductibles. La prison sans jugement ou l'exil. Ces autres Sud-Coréens et Sud-Coréennes connaissent celui à qui ils ont affaire, n'ignorant pas que sur leur frontière nord, leur cousin, le président Kim Jong-un, à Pyongyang, règne de la même main de fer. Lui au moins se fait respecter par toutes les oligarchies et superpuissances de ce monde, possédant des missiles et engins thermonucléaires qu'il fabrique lui-même à gogo. On voit au moins où passe l'argent de la Corée du Nord. Leurs sourires et applaudissements diplomatiques ou de marketing ne sont que protocolaires, puis
Ils attendent en retour sa largesse sonnante et trébuchante volée à la jeunesse togolaise et africaine. Ces ONG, surtout chrétiennes, ne fleurissant qu'avec des dons de toutes sortes, y compris ceux du grand Satan, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, etc. Chers auditeurs et auditrices, un personnage fait de cette étoffe, sournois et très ambitieux, de nature, adore 1. L'argent, 2. Les femmes, 3. Les pratiques magiques, la sorcellerie, le maraboutage, et 4. La violence pour conquérir tout ce qu'il désire et ou tous ceux qui lui résistent. Reconnaissant lui-même que cette jeunesse ouest-africaine dont il est issu ne réfléchit pas avant d'agir et ne se maîtrise pas, il sait que ses jours sont comptés depuis qu'il a le dos au mur. Car 2 mandats, c'est 2 mandats. 5e rab ou prolongation sera de trop. Un jour, comme au Sénégal, la rue va l'attraper et son génie l'abandonner, comme ses potes Macky Sall du Sénégal, Ali Bongo du Gabon, Alpha Condé de Guinée-Conakry, Damiba du Burkina Faso, Mohamed Bazoum du Niger, Blaise Compaoré de Burkina Faso, malgré le savoir-faire de leurs marabouts, affidés, les mêmes commanditaires, et comme eux, il connaîtra les délices de l'exil ou la prison dorée, et à la fin, sans gloire. D'après tout ce qui précède, c'est-à-dire sa caractérisation ou profilement combiné à l'adage tel père, tel fils, comme on dit, jeune ouest-africain, ne souffrant d'aucune des tares de ce brave monsieur, qui vous a fait ce compliment, et n'ayant aucun complexe par rapport aux jeunes sud-coréens, vous êtes sur le droit chemin. Avancez seulement. Vous êtes vos propres libérateurs, et courage à vous et nous. Chers auditeurs, pensez-vous qu'il pouvait mieux faire? Ou devait-on s'attendre à mieux? Répondez par vos commentaires. Merci de m'avoir écouté. Bien, voilà donc ce que j'ai produit comme document pour notre combat il y a à peu près 1 an de cela, après sa visite en Corée. C'est ce que j'ai produit. Et, bon, là, vous me voyez beaucoup plus maintenant. Et donc, l'essentiel est dit, hein. C'était donc fait dans le sens d'information et d'édification. Un continent qui possède, qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Encourager la jeunesse à avancer seulement et qu'ils sont leurs propres libérateurs. S'il y a un continent qui possède, qui regorge de beaucoup de jeunes, voilà. J'ai pensé, hein, en termes de pédagogie, non seulement parler de ce qui se passe chez nous en tant que tel, mais faire un petit retour en arrière également pour faire le lien, je ne dirais pas intellectuel, mais le lien de toute cette séance qui fait un peu leçon, des choses que les gens connaissent, mais qu'il faut quand même avoir toujours derrière notre esprit quand nous analysons la situation du Togo. C'est surtout intéressant, hein, pour ceux qui ne sont pas togolais, ou qui ne s'intéressaient pas à l'histoire togolaise, ou qui n'ont commencé qu'à s'y intéresser qu'à partir du 6 juin 2025 écoulé. Bien. Et sur cette page, hein, vous le voyez là très bien,
Vous avez donc ici, je vais essayer de l'agrandir un peu, le chancelier Helmut Kohl. Attendez que je vois ce que je fais. Je suis un peu novice dans cette manipulation, dans mon système que j'utilise. Pour pouvoir agrandir, pour que vous puissiez en profiter. Voilà, j'y arrive. Non, je vais encore le réduire. C'est le chancelier Helmut Kohl. Je l'amène là. Le chancelier Helmut Kohl. Vous voyez? Il est là, chancelier allemand, de 1982 à 1998. Lui-même, il est né le 3 avril 1930 à Ludwigshafen, membre de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Un chrétien démocrate. En 87, donc, il disait ceci: il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. Donc, il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise. L'Occident ne se laissera plus surprendre une deuxième fois. Il ne faut pas que l'Occident se laisse surprendre. L'Asie lui oppose une sérieuse concurrence. Aujourd'hui, je continue, parce que l'Occident avait été distrait face à son développement économique. Voilà. C'est ce chancelier allemand a régné sur l'Allemagne à la belle époque de la mondialisation. La mondialisation. Et déjà l'Asie, y compris la Chine, l'Indochine, montrait des signes de vigueur industrielle et voyant très loin, c'est un dirigeant qui voit très loin, il dit: il ne faut pas que l'Europe se laisse surprendre par l'Afrique. D'où il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise. Il faut tout faire pour empêcher l'Afrique. Et c'est ce que fait l'Union européenne. En son temps, c'était le marché commun, luttant pour devenir Union européenne, la monnaie européenne, etc. Donc c'est un plan qui existait depuis bien longtemps. Donc, avec tous les beaux discours de chrétienté, de chrétiens, de ceci, de cela, ne vous laissez pas prendre du tout. Ce n'est pas pour notre bonheur, ce n'est pas pour notre bonheur. Bien. Et tout de suite, je descends, vous l'avez peut-être pas reconnu, juste en dessous, sur l'écran de Helmut Kohl, c'est notre premier président de la République, le père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio, qui a été assassiné le 13 janvier 1963, c'est-à-dire 3 ans à peine à l'acquisition de notre fausse indépendance. Eh bien, tout le monde connaît l'histoire, mais ce n'est pas inutile de rappeler. Et un des plus instruits de nos dirigeants de l'époque, lui tout de suite, il s'était empressé de créer la monnaie togolaise pour s'extraire du franc CFA, donc qui est donc le franc des colonies, qui dure toujours dans nos États. Et à cause de cette raison, bien sûr, un coup d'État a été monté contre lui. Et parmi les 12 ou 13 officiers que la France, Jacques Foccart, De Gaulle ont réussi à acheter à l'époque, c'était donc les demi-soldes qui revenaient de la guerre d'Indochine ou de l'Algérie. Et ils l'ont abattu le 13. Ensuite, il a laissé son corps gisant là. La raison en est que il y a toute une histoire derrière.
on y reviendra. Ce n'est pas l'objet principal de ceci. Ensuite, juste à côté de Sylvanus Olympio, vous avez le cardinal Poggio, jusqu'à l'année dernière, il est décédé, un cardinal, un nonagénaire, dans les 95 ans, qui a déployé tous ses talents, connaissant la situation du Togo, a déployé tous ses talents pour fort plus laisser le pouvoir. Enfin, pour qu'il y ait des élections libres, pour qu'il y ait alternance. Et a réuni un certain nombre de partis, un certain nombre ont refusé de venir pour faire front, mais les élections ont été faites, toujours que les élections ont été faites, et le leader du mouvement dont il dirigeait, qu'il était le conseiller, le dirigeant spirituel, pratiquement a acquis la volonté des Togolais, puisqu'il s'agissait d'alternance à partir des élections de 2020. Les élections, comme toujours, ont été trichées, truquées, les gens balayés, l'exil, etc. Le Poggio, qui était le leader politique, a été obligé de s'enfuir parce que sa vie était menacée. Et plus tard, le cardinal Poggio aussi. Je me rappelle encore, le cardinal Poggio a pris son bâton de pèlerin, même à l'étranger, a fait des campagnes et a battu le pavé, c'est-à-dire devant l'Assemblée nationale en France, appelant au changement, c'est-à-dire à l'alternance autonome. Tout ça est tombé dans les oreilles sourdes de l'Élysée, puisque le petit Adéma, appelé Forvy chez nous, faisait leur affaire. Dans la mesure où la plupart des conseillers, l'armée, etc., c'est eux qui l'encadraient. Or, il se trouve que, partout, juste au-dessus de l'image de Monseigneur Poggio, vous avez donc une image également marquée terroriste et un bon monsieur, un chapeau et une veste de forme, et qui tient à la main ce qu'ils appellent eux des djihadistes, ce que nous appelons nous des terroristes ou des mercenaires avec un kalachnikov à la main. Donc de 60, avec l'indépendance des États africains, nous sommes arrivés 63, 64 ans après ou 65 ans après, dans une situation telle qu'ils veulent continuer à piller nos richesses. Quand je dis ils, il s'agit bien sûr de l'Occident global. Et les moyens qu'ils ont trouvés maintenant est d'utiliser donc des mercenaires terroristes qu'ils nomment djihadistes. Comme quoi ils font ce sont des musulmans mécontents qui veulent appliquer la loi de la charia. Et curieusement, on ne les trouve que dans les endroits les plus riches de l'Afrique, particulièrement au Sahel. Et comment sont-ils arrivés au Sahel? Ça, c'est la chute de Kadhafi, quand l'Occident est intervenu pour faire tomber son régime. Et tout ce qu'il y avait comme, ma foi, arsenal, ont été donnés à ces djihadistes qui sont entrés dans le Sahel, dans le désert du Sahara, et ont commencé par occuper les terres, en particulier au Mali, un peu ailleurs, et plus tard se sont étendus sur une dizaine d'années jusqu'au Mozambique. Et quand on suit tous ces endroits, on suit la schématisation, on schématise, on se voit que ça occupe des endroits où il y a des richesses énormes en Afrique, du Mozambique, du Congo, Kinshasa, la RDC d'aujourd'hui, et jusque dans le Sahel. Et également les bases américaines, depuis l'Afrique du Sud, s'installent dans les pays jusqu'à arriver également dans le Sahel et dans les pays de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maroc et l'Algérie, une relation. Et ça se présente comme un hippopotame qu'ils appellent Rhino Trench. Rhino Trench. Et l'œil et les oreilles
de cet hippopotame se trouve exactement dans le Sahel. Les Américains aussi sont venus s'installer une grande base, soi-disant pour protéger leur territoire contre le terrorisme, une grande base au Niger. Et depuis le 26 juillet 2023, date à laquelle il y a eu donc le coup d'État qui a fait tomber Bazoum. Les Américains également ont été obligés de plier bagages, tout comme au Mali, qui les a fait déguerpir, même les forces de la MINUSMA, donc de l'ONU, le Burkina Faso aussi qui les a fait partir, et depuis, comme vous le savez, ils ont créé leur confédération des États du Sahel. Voilà où nous en sommes. La semaine d'avant, j'avais parlé de la conférence de Berlin. J'ai expliqué tout cela. J'ai des vidéos également là-dessus, vous pouvez regarder. Et la dernière image que je vais vous montrer ici, donc sous moi-même, c'est le monument de l'indépendance du Togo, que j'ai transformé un peu en gris pour vous le montrer. J'ai eu personnellement la chance qu'au moment où le Togo a cédé à l'indépendance, je faisais partie des élèves de CM2 qui ont fait, moi j'étais de l'école méthodiste, qui ont fait le mouvement d'ensemble. Et juste après le défilé et tout ça, on rentrait à la maison, il y a eu une petite pluie fine, il faisait très chaud. Mais j'étais parti également me cacher sous le bonhomme, parce que derrière c'est un homme qui lève la main comme ceci, et devant il y a une femme qui tient une flamme. J'étais allé me cacher derrière. C'était donc un mouvement qui faisait beaucoup notre fierté, qui nous a donné beaucoup d'idées. Et avec le temps, ce monument est toujours là, mais le Togo a connu des heures et des moments très laids, très laids. Très laids pour le peuple togolais, depuis donc 63 jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Voilà. Depuis ce temps, je n'ai plus jamais eu l'occasion, personnellement, ça aussi ça a eu une autre histoire, l'occasion personnellement de retourner sous ce bâtiment, sous ce monument, que j'ai vu naître, j'ai vu créer avec tous les travaux. Ensuite, le jour de l'indépendance du Togo, le 27 avril, je me suis abrité là, sur la pluie fine qui est venue nous arroser. Et mon t-shirt, à ce moment-là, était de la couleur verte. Voilà. Si ça vous intéresse, vous voulez plus de détails sur le mouvement d'ensemble du 27 avril 1960, je l'ai gravé dans ma mémoire, je peux vous écrire là-dessus, vous faire des vidéos là-dessus. Bien, voilà donc cette troisième partie que je voulais vous montrer, toujours jusqu'à aujourd'hui, où nous en sommes. Et là aussi, je finis avec ceci, les terroristes maintenant sont également au nord du Togo. Et, etc. Le petit Yadema est là. Les hélicoptères et tout ça sont là. Mais c'est pour lui-même, pour se déplacer entre Lomé et les différents endroits du Togo. Ok, voilà un peu le genre de président égoïste, parce que favorisé par son milieu, mal éduqué, mal élevé, méprisant pour la jeunesse africaine. On ne peut plus rien faire. Monseigneur Baudreau, on a négocié avec lui, on l'a conseillé. Avant Monseigneur Baudreau, il y en a eu d'autres. Ça n'a rien changé. Et, par-dessus le marché, eh bien, il y a également un peu plus d'1 an, donc en 2024, monsieur décide de changer de constitution un beau matin, en avril, de République. On pond des textes qui arrivent et, à partir du 3 mai dernier, monsieur est devenu président du Conseil. C'est là que nous en sommes. Mais je continue toujours cette histoire pour vous. Alors, depuis donc le 7 janvier, voilà, je passe ici. Voilà. La jeunesse togolaise, surtout de la diaspora, qui ne reste pas tranquille, comme il le dit, qui l'empêche de pouvoir
faire des réalisations, c'est ce qu'il a dit aux jeunes coréens. Quand il a rendu sa visite le 5 juin 2024 à leur centre de Corée, c'est une organisation internationale de jeunesse et qui travaille sur des dons, avec des dons que le gouvernement leur donne, et ils cherchent de l'argent partout dans le monde. Et comme au Togo, il y en a pas mal, ils sont allés voir des gens, ils l'ont invité pour visiter leur centre. Donc ce que vous avez entendu de sa bouche, qui était un mépris total, de l'insolence, et aussi de l'inculture, je dirais. Enfin, quand je dis inculture, une bonne culture pour un leader, eh bien, nous sommes dans cette situation. Vous avez donc entendu. Je ne vais pas m'élargir là-dessus. Et depuis, nous continuons à appeler la jeunesse togolaise. Ceux qui sont à l'extérieur sont, ma foi, dans la diaspora, sont peut-être à l'abri, mais ceux qui sont à l'intérieur continuent à subir les sévices, à subir leur cruauté. Et le 6 juin écoulé, il y avait eu donc eu appel lancé. Ça coïncidait avec son anniversaire. Toutes sortes de choses ont été planifiées. Et la jeunesse togolaise de l'intérieur a pris la rue pour demander son départ. Mais avant cela, il y a eu également sa femme, Marguerite Nyakade, qui a été ministre des Armées, je crois, de 2021 à 2023, qui s'est levée à produire également un pamphlet contre son régime. Depuis là, elle est ressortie près de 3 fois, il y avait l'assemblage. Mais le 3, voilà comment. Avant cela, à Fessio, lui, il est juste à droite, il est sur ma gauche, sur l'image, a écrit un poème. Il a été arrêté de cela il y a à peu près 3 mois. Et dans le poème, je crois, il a mis pour que chacun fasse sa part. Et c'est pour ça, là, qu'on l'a arrêté. Et depuis, il est en prison, à Fessio. Bien. Mais le 6 juin, les Togolais ont supporté beaucoup de choses. Mais le plus dur, c'est que maintenant, techniquement et technologiquement, nous avons les moyens de vous montrer la face visible de la des cruautés, des monstruosités de cette dynastie, c'est-à-dire du père Étienne au fils Faure. Voilà, les femmes, enfin nos femmes, nos sœurs, nos tantes, ce qui leur arrive quand on les attrape. Et celles qui ont été attrapées, manifestant ou non, voici ce qui a été fait d'elles. Celle-ci, par la suite, je me suis documenté, elle s'appelle Amavi. Elle a été proprement fessée. Elle a expliqué par la suite comment ça se passe. On te mouille dans tes vêtements, on te fesse proprement. Voyez donc la meurtrissure, les blessures, etc. Elle a été également ailleurs sur le corps, les épaules, le dos, partout où il y a du bon muscle. On te tape là-dessus, on te cogne. Voilà un peu comment. Ça s'appelle, je crois, Djidjolé. C'est un peu, je vous montre. Ce n'est pas que j'aime voir la nudité des dames, mais juste pour vous montrer, pour la première fois, nous avons la face visible de la cruauté ou des monstruosités de cette dynastie vieille de 58, bientôt 59 ans. Et monsieur cherche à rester. Le président, il est devenu président du conseil, et l'image qui le montre ici, sur ma droite, en bas sur ma droite, il y a juste l'image de son père qui est derrière. Et que si vous agrandissez ceci, vous verrez, papa est derrière. Donc là, vous avez les 2 têtes qui ont malmené le Togo pendant presque 60 ans, de père en fils. Même ses propres frères, il les met en prison. Tue les généraux, c'est dit dans mon film, c'est dit dans la petite vidéo de 12 ou 13 minutes que j'ai faite. Et un appel a été lancé
pour des manifestations 26, 27, 28 juin à venir. Et là, ceci, Togolaises et Togolais, debout, abattons la dynastie des Niassibé. Il faut qu'il y ait rupture nette. Ce n'est pas une rupture, pas de petites réformettes, etc. Ça ne peut pas aller. Intellectuellement, il est incapable de fonctionner, de changer, d'avancer, de faire quoi que ce soit. Tout ce qui l'intéresse maintenant, comme je l'ai dit à la fin de mon film, c'est de jouir. C'est de jouir. Il aime les femmes, l'argent, la magie, et faire du mal, tout simplement aux gens. Et le pire pour nous, c'est qu'il fait tout pour se montrer à l'international comme un panafricaniste, avec un ministre qu'il a, le philosophe Robert Doucet, qui lui fait sa campagne sur le plan international, les montrant comme des panafricanistes. C'est le nouveau panafricain. Ils veulent réinventer, ce sont leurs termes, le panafricanisme. Et ils ont pas mal de choses, de connivence avec, bien sûr, Manza. C'est la camarilla de Foka, l'ancien de RFI, qui a quitté RFI, a créé quelque chose, et le Togo lui sert de base. Ils veulent donc faire quelque chose, et Madame Taubira et autres sont invités. Et par ma foi, la jeunesse togolaise leur promet un bon accueil. Un bon accueil. Jusqu'à ce que, bien sûr, si la bourrasque, si cette bourrasque, cette roule emporte le petit Yadema, tant mieux. Cette fois-ci, ils sont décidés à rester jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et, pour qu'il y ait alternance, conférence nationale, retour à la constitution de 1992, qui a été adoptée, donc retour à la 4e République, pour finir avec cette farce que nous sert cet incapable, cet incompétent, paresseux, ambitieux, vaniteux, mais inutile, totalement inutile, et fossoyeur, comme son père, du peuple togolais. Du peuple togolais. Voilà un peu notre situation, qui n'est pas du tout à envier. Bien, ça fait à peu près une quarantaine de minutes, ça a pris du temps, mais je vous appelle, Togolais ou non, sympathisants, de nous supporter dans cette lutte, surtout nous autres qui menons cette lutte bien avant les indépendances. Grâce à mon milieu familial, j'avais un père qui, contrairement à la plupart, j'écoute beaucoup les jeunes maintenant, on leur dit de ne pas poser de questions. J'ai eu la chance d'avoir un père qui n'est pas comme ça. Au contraire, pose des questions, fait des choses. Et avant même l'indépendance, j'avais eu la chance d'être associé à des actions avant l'indépendance du Togo. Et un peu après. Exemple, exfiltration de gens du Togo pour aller étudier ailleurs dans le monde. J'étais en somme la garantie quand j'allais dans les autres pays d'Afrique. Les gens reconnaissaient, ah tiens, ça, le petit là est là avec ce grand monsieur, ou ces jeunes, eh bien c'est la garantie qu'ils viennent certainement de ce monsieur-là. Ils viennent de ce monsieur-là, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Sinon, il serait là, comme moi, à faire la même chose. Il serait centenaire, c'est sûr, à faire la même chose. Et moi, malgré donc beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont, et je suis toujours là debout, je suis les événements, je fais ce que je peux. S'il faut apprendre des nouvelles technologies, je m'y mets et j'essaie donc de vous apporter de manière explicative, plus informative, ce qui se passe chez nous. Ok? Vous pouvez toujours faire des commentaires si vous voulez. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, pour moi ça n'a pas d'importance. Nous pouvons mener des débats, mais débats polis, corrects, sans insultes, etc. Voilà. Ok? Et là, je vais vous amener, j'espère que ça va bien marcher.
voilà, je vous un peu pour un peu d'actualité. J'espère que tout marchera bien et que je pourrai vous emmener au Nigeria avec le vieux, quand je dis le vieux, excusez-moi, hein, en tant qu'Africain, mais le président Ahmed Tinubu du Nigeria, qui a dit quelque chose que je ne peux laisser sans commentaire sur notre situation telle que ça se présente. Bien ça. Voilà. Ah, merci. C'est ce que je voulais. Très brièvement. Ceci, donc, c'est au sujet de notre président du Nigeria, Ahmed Tinubu. Pas mal connaître son histoire, mais pour les gens qui ne connaissent pas, il a fait ses études supérieures et autres au Nigeria, aux États-Unis. Mais il a également il a été marchand de drogue et il est l'actuel président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Et quand il fait son deuxième mandat de la CEDEAO, et c'est lui qui a présidé merci à lui, à donc à la séparation, aider à la séparation des trois États du Sahel. Il dit ceci. Sous peu, ils vont faire leur conférence semestrielle et au cours de cette conférence, normalement, ils doivent décider, entériner le départ définitif. C'est fait depuis le 28 janvier 2025, mais ils ont décidé de donner 6 mois d'extension à ces trois pays de réfléchir. Et donc pratiquement 2 semaines avant donc, la conférence pour entériner le départ de ces trois États, c'est déjà en cours. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Représentation au plan international et tout, malgré les menaces et les combats qui continuent, et qui fait cette déclaration. Le Nigeria est prêt à soutenir toute initiative positive qui conduira à la normalisation des relations entre Israël et l'Iran et à l'instauration de la paix. Voilà un président qui est venu, qui est très omnubilé par l'Élysée et qui n'arrive même pas à régler les problèmes de Boko Haram chez lui, mais qui offre ses bons offices pour aller régler la dispute entre Israël et l'Iran. Cet agent donc, de l'impérialisme occidental, je dis cela parce que son élection a été créée toute une histoire, passée par le tribunal, etc. Il a été imposé aux Nigérians et à l'Afrique de l'Ouest et se permet de prendre la parole, complètement ignare en géopolitique. Au début, c'était donc la grosse voix, pour faire peur, et il n'a pas réussi à faire cela, et maintenant il offre ses bons offices à Israël et l'Iran, qu'il y a donc 4 à 5 jours qui se tirent là-dessus. Israël qui est parti donc attaquer l'Iran pour l'empêcher de continuer à faire de l'enrichissement de l'uranium pour l'utilisation pacifique. Bien sûr, Ahmed Tinubu me donne l'occasion également de vous expliquer un peu ce qui se passe ici en guise de conclusion. Bon, alors, je fais ceci. Je vais le bouger de là pour que vous le voyez. Je vais donc m'agrandir pour conclure. Voilà. Alors je mets Ahmed de côté. Pardonnez-moi, je vais pouvoir mettre Ahmed de côté. Comme ça vous verrez mon visage. Voilà. Voilà un peu la situation que nous avons. La situation de l'Afrique n'est pas enviable. Depuis pratiquement ces 10 à 15 dernières années, notre jeunesse s'en va chercher du travail dans les green pâtures, comme on dira, donc des pâturages plus vertes ailleurs dans le monde. Et pas mal ont fini leur séjour
dans le désert du Sahara, en Afrique du Nord. Ils sont esclavagisés, ce qui permet à certains d'ironiser qu'avant les Européens venaient nous chercher, maintenant nous allons nous-mêmes nous donner un esclavage. Certains échouent dans la Méditerranée, ils meurent, ils prennent des embarcations de fortune, de toute nationalité, de toute nationalité. Très fragiles, vous pouvez traverser l'Atlantique, le courant les emporte, ils échouent dans la mer des Caraïbes, on les récupère, morts, leurs squelettes, leurs cadavres, etc. Voilà où nous en sommes. La jeunesse togolaise, la même chose. La jeunesse togolaise, comme il n'y a pas de travail au pays, il n'y a pas de création, monsieur se contente d'investir à l'étranger, dans les paradis fiscaux, pour son bonheur, pour ses maîtresses, etc., pour ses enfants. La jeunesse togolaise pratiquement n'a rien sur place. Est obligée d'émigrer dans les pays avoisinants pour ceux qui le peuvent, puis après, ils prennent la route pour se rendre donc le pâturage, dans les pâturages perverses. L'Occident, en général. Aussi dans les pays arabes, où ils sont maltraités, les pays du Moyen-Orient, où ils sont maltraités. Ça aussi, c'est l'autre chose. L'esclavage arabe, etc., etc. On aura le temps d'en parler. Alors, la situation, voilà ce qu'elle est. La situation de l'Afrique, en général, d'Alger à Johannesburg, de Dakar à Nairobi, n'est pas du tout enviable. Alors que nous avons le continent dont le sol, le sous-sol et les eaux sont remplis de richesses. Tout ce qu'il faut, c'est d'industrialiser. Je vous ai montré Helmut Kohl qui jurait en 1987 qu'il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise. Parce qu'il ne faut pas que l'Afrique leur échappe, comme maintenant l'Asie, la Chine, l'Indochine, qui leur donne une bonne compétition au plan industriel et au plan de l'exportation. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est la situation qui se présente dans les États du Sahel, c'est-à-dire la confédération qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Jusque-là, ils font un parcours sans faute. Mais l'adversité est telle qu'ils sont assaillis de partout. Mais la priorité, bien sûr, est la sécurité, la défense et la sécurité. Ils font tout avec leurs petits moyens, avec l'aide des amis, des partenaires étrangers, je dirais. Parce que les États n'ont pas d'amis, des partenaires étrangers. Mais tout, la Chine, la Russie, la Turquie, la Corée du Nord, ils s'équipent comme ils peuvent et forment des hommes pour pouvoir donc créer cette Afrique-là qui s'industrialise, qui s'occupe d'elle-même. Un bon embryon pour donc les autres États africains. Ils font des choses qui sont contraires à ce qui se passe au Togo, en Côte d'Ivoire, où on cherche un troisième, un quatrième mandat, au Bénin, etc. Où on fait le pitre, comme en Guinée-Conakry. Vous voyez, il y a de l'espoir. Et la jeunesse, ma foi, est sollicitée. Que ce soit dans la diaspora ou sur le territoire, sur le continent, faites tout pour vous éduquer, apprendre l'histoire, la vraie histoire de l'Afrique, pour ne pas vous laisser manipuler par l'Occident au sens large. Quand je dis l'Occident au sens large, il s'agit bien entendu de l'Europe, de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis. Vous avez vu ce qui nous arrive présentement. On exclut l'oncle Sam, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, sous le président Trump. Le feu, les villes brûlent. Les étrangers illégaux, on les chasse. Vous n'êtes plus en sécurité. Et même si vous êtes légal, on vous prend, on vous jette. C'est arrivé en Salvador. On a pris un Salvadorien, mais qui a sa famille et tout bien établi. Bon, comme c'est un gangster, on le prend, on l'envoie au Salvador, qui a une prison où on s'occupe des gangsters. Il y a aussi l'histoire de Salvador que je produis. Voilà.
je vous remercie. Ça fait un peu plus d'une heure que je suis là-dessus avec vous. Je vais plus tard faire des vidéos coupées pour que ce soit beaucoup plus facile, accessible. J'espère que mon message vous est parvenu. La diaspora africaine, pas que la diaspora togolaise, il nous faut de la rupture à tout prix. De la rupture à tout prix. Il y a une expérience qui se fait au Sénégal, constitutionnelle, après donc près de 60 morts au Sénégal. Ok, continue. Mais ils ont encore un long chemin. Alors, je vous invite à donc vous éduquer, vous informer, discuter entre vous, avoir le courage de poser des questions. N'ayez pas peur, posez des questions. Je ne dis pas qu'il faut insulter les gens. L'insulte, c'est pas cela. Menez le débat si vous n'êtes pas au courant. Informez-vous et réfléchissez. Utilisez votre congolo, votre tête. Parce que là, il s'agit d'une lutte subtile, une lutte intellectuelle qu'il faut faire sur soi. Sur soi. Bon, ce sur quoi je vous invite à soutenir la population togolaise, la jeunesse togolaise et la diaspora togolaise, eh bien, les 26, 27, 28 et peut-être au-delà, sachez que il y a des anciens qui sont derrière vous, qui menaient ce combat avant vous. Menez ce combat avant vous. Vous êtes né dans le système, ça vous a façonné beaucoup plus. Vous n'avez pas eu la même chance que moi, mais cette chance que j'ai eue, j'ai réussi à retourner ma mentalité, à apprendre à réfléchir par moi-même, poser des questions sur ce que je ne comprends pas à mon départ, et je me fais mon idée de notre situation. Et je peux vous dire que notre situation n'est pas du tout enviable. Et le mot d'ordre que personnellement je lance, qui va dans le sens du mot d'ordre qu'a lancé également la diaspora et la jeunesse sur place, abattons la dynastie des Niassimé. Je vous remercie de m'avoir écouté et à dimanche prochain.